Voilà, après avoir vu comment installer les outils et vu un peu une introduction sur le langage qu'on va utiliser pour travailler avec, le avec Android, bien. Donc là, nous allons passer, on va un peu essayer de découvrir les petites choses avec ce langage de programmation qu'on appelle le Kotlin. Alors, donc, pour travailler avec Kotlin, je vais vous inviter à vous rendre sur le site officiel de Kotlin. Donc, c'est kotlinlang.org. Voilà, voici kotlinlang.org. Ok, donc voici le site officiel de Kotlin. Donc, en parenthèse, le Kotlin, c'est un langage qui a été fait par une entreprise tchèque, JetBrains. Donc, voilà. Donc, ici, vous allez voir la version actuelle de Kotlin. Et aussi, si vous êtes développeur, vous pouvez voir les open source de voici en lien. Et puis voilà, donc ici vous allez voir ce que peut faire ce langage mobile cross-platform, data science, Android, web development, server-side, ainsi de suite. Donc ici vous pouvez voir les previews et aussi même parfois les Kotlin Conf, les conférences de Kotlin. Ici vous pouvez voir ici au niveau des informations de Kotlin. Alors en bas, quand vous scrollez, vous allez voir ici un pad qui va vous permettre de tester avec Kotlin. Donc on va utiliser ce pad-là pour un peu pagailler avec les plus petites choses de Kotlin. Donc ici, je vais un peu vous familiariser avec ce pad. Ici, il y a un bouton qui va permettre d'exécuter en fait ce code qui est là. Donc il va vous donner le rendu de ce code. Ce code-là, il fait quoi? Et puis il va faire donner le rendu tout en bas ici. Alors, on va commencer par la plus petite chose. D'abord, la première ligne que vous voyez là, d'abord tout ce que vous voyez là, ça c'est une fonction. Et on verra les fonctions entre parenthèses plus tard. Et ici, c'est seulement en fait une ligne qui va permettre d'afficher ça, Hello World, au niveau de votre écran. D'accord? Voilà. Donc, commençons par la base, c'est-à-dire au niveau des variables. Alors, comment Kotlin utilise les variables? Pour utiliser les variables, rien de plus simple. Donc vous commencez, en fait il y a deux types de variables. Il y a les variables mutatifs, voilà. Donc il y a les variables immutables également. Il y a les variables mutables et les variables immutables. Donc commençons par les variables mutables. Pour déclarer une variable mutable, on met val, plutôt var. Donc ici, supposons qu'on veut déclarer une variable. D'abord, c'est quoi une variable? Vous devez savoir que tous les programmes, toutes les applications comme Word, Excel, Access, ainsi de suite, Publisher, même ce navigateur que vous voyez devant vous, tout est de question de variables. D'accord? Donc les variables, en gros, c'est ces informations informatiques qui sont relatives un peu à la RAM, à la mémoire RAM. Donc vous n'êtes pas sans savoir que l'ordinateur il est caractérisé par plusieurs sortes de mémoire, en commençant par le disque dur, la RAM, en fait la mémoire morte, et puis on a les registres. Donc pour ne citer que cela, on va revenir sur la RAM. La RAM, en fait, son importance, c'est de stocker les informations de façon temporaire. Tant que l'ordinateur il est en cours d'exécution ou tant qu'une application est en cours d'exécution, les variables de cette application ou les variables de ce système, de ce programme, sont en cours d'exécution. D'accord? Voilà, donc vous ne pouvez pas faire une application sans vraiment savoir ce que c'est qu'une variable. Pour résumer, une variable, c'est une information qui permet, en fait, c'est une mémoire qui permet de stocker les informations de façon temporaire, c'est-à-dire au cours de l'exécution d'un programme. C'est-à-dire, c'est un emplacement mémoire qui peut changer de contenu au cours de l'exécution d'un programme. Ici, par exemple, si nous souhaitons stocker l'information d'une personne, à savoir son nom, on va un peu réfléchir par rapport au constituant d'un nom. On sait qu'un nom est constitué de caractères. Alors, ils ont créé un type pour les caractères. Donc, pour déclarer un nom, on va déclarer la variable comme ça. On commence par le mot-clé var avec Kotlin. Et puis, on donne le nom à notre variable. Donc, ça veut dire que notre variable, elle s'appelle nom. Donc, il y a des règles pour nommer les variables. Donc, c'est comme dans les autres langages de programmation. Ici, vous ne devez pas avoir de l'espace. Vous ne pouvez pas commencer par un chiffre. Ok, sinon, ça ne devient plus une variable.
Ok, et ça ne doit pas être ici également un mot-clé de ce langage et ni des caractères spéciaux, ça doit contenir. Donc ici, vous mettez deux points, vous mettez le type de la variable. Moi, je sais que ma variable, elle va permettre de stocker un nom. Ce qui veut dire, ils ont créé un type qui vous permet de gérer ce genre de choses-là. Parce que le nom, il est caractérisé que des chaînes de caractères. Donc, alors, le type qu'il faut, c'est string. Donc, on met var, on met le nom de la variable, on met le type de données. Maintenant, si on souhaite stocker quelque chose là-bas, on dit égal, et puis on ouvre les duplicates. Ici, je vais dire par exemple, bar. Ensuite, je vais déclarer mon âge. Donc, je vais dire âge, 2 points. Et l'âge, c'est quoi? C'est un entier. Donc, on a un type qui est là pour ça. Donc, ici, je vais mettre 25. Et après l'âge, on peut déclarer une autre variable qui va stocker ma taille. Donc, je vais dire taille, 2 points. La taille, puisque c'est en décimal, on peut prendre un nombre flottant. Donc, je vais dire ici, disons, 1m75, vous mettez toujours un petit f derrière pour dire que c'est un flottant. Donc je peux également déclarer une valeur, une variable, je vais appeler salaire. Au niveau de salaire, ici je vais, le salaire en fait il y a des virgules et puis il peut y avoir plusieurs chiffres quoi. Donc en fait ce type là et ce type là c'est un peu les mêmes, sauf que celui-là il est plus gros que ce dernier. D'accord? Donc, il pourra stocker plusieurs chiffres après la virgule et beaucoup de chiffres avant la virgule. Donc, par exemple, je vais dire 5 milliards. Ouais, bien sûr, qui n'aime pas l'argent. Voilà, donc c'est tout. Maintenant, si on veut afficher le contenu d'une variable, c'est très simple, rien de plus simple. On a vu tout à l'heure, print ln. Et ici, on passe en argument le contenu de la variable. Donc ici, voici le template. Si vous voulez afficher le contenu, par exemple, je vais dire mon nom est. Maintenant, au lieu d'écrire carrément mon nom ici, je vais appeler cette variable qui contient déjà mon nom. Pour le faire, vous utilisez un dollar et ensuite vous mettez le nom de la variable voilà, qui va suivre. Donc là, c'est bon. Pas besoin de mettre un point virgule. Et puis quand vous exécutez, automatiquement, il va vous dire que mon nom est bar. C'est bon? Rien de plus simple. Voilà, donc là c'est une première façon d'afficher. Donc il y a plusieurs autres façons d'afficher. Donc au lieu de ces dollars ici, je mets dollar, j'ouvre des accolades. Et ensuite ici je ferme par des accolades et à l'intérieur je mets le nom de la variable. Par exemple ici je vais afficher l'âge. Ok, donc j'exécute. Automatiquement il va dire, oups, au lieu de mon nom, je vais dire mon âge est, voilà, donc c'est ça. Il va dire 25. Voilà. Et si je vais ajouter un derrière, c'est très simple. Je mets comme ça. Donc là, ici, à la place, il va partir chercher le nom. Maintenant, il y a quelle différence entre le premier affichage et le second affichage? Ici, quand on utilise les accolades, c'est comme si, par exemple, c'est quand on a besoin, par exemple, de faire des opérations de calcul à l'intérieur. Par exemple, je peux dire ici, c'est h plus 2, ou bien h plus 1. Donc là, au lieu qu'il n'affiche 25, il va mettre 25 plus 1 qui fera 26. Voilà, c'est ça. Mon âge est 26 ans. Rien de plus simple. Maintenant, après les variables mutatives, on va voir les variables immutables. Donc ici, pour déclarer une variable immutable, je mets ici var. Ok, très simple. Je mets le nom de la variable. Je dis ma variable. Je peux aussi mettre ici le type de données int. Je dis reçoit par exemple 2. Donc la différence entre les variables mutables et les variables immutables, c'est que les variables immutables ne changent pas de contenu au cours de l'exécution d'un programme. C'est comme pour ceux qui sont déjà développeurs, c'est comme des constantes dans les autres langages de programmation. Ça veut dire quoi? Ici, je ne peux pas dire encore ma variable reçoit une autre valeur. Je ne peux pas dire comme ça reçoit 4. Quand j'essaie d'exécuter, il va me dire problème parce que je ne dois pas réassigner ma variable. Elle ne doit avoir qu'une seule valeur au départ. La valeur que vous l'avez donnée au départ, vous devez continuer avec cette même variable. Quelle est l'importance d'avoir ce genre de variable? Un exemple, on a pi. Pi étant vraiment un exemple frappant. Donc avec pi, on sait que le compte de pi ne va jamais changer. D'accord?
Donc là, je peux déclarer pi comme étant une variable, comme ça, immutable. Et ensuite, je mets ici la valeur constante de pi. C'est-à-dire quand vous connaissez la valeur d'une variable, déclarez-la comme ça. Et comme ça, vous l'utilisez, vous ne ferez qu'utiliser cette variable. Et quand vous essayez de changer pi ici, et astafurlah, donc quand vous essayerez de changer pi, c'est 3,14. J'ai oublié mes notions de base. Donc quand vous essayerez de changer pi devant, il va vous dire c'est pas possible. Voilà, donc telles étaient les variables. On va attaquer aux conditions. À quoi servent les conditions? En fait, les conditions, elles permettent de faire des prises de décision. Ok? Donc, les prises de décision, c'est comme si, par exemple, je veux dire, si tu dois aller quelque part, faut, voilà. Donc, on va dire, par exemple, si tu dois avoir une voiture, tu dois avoir ton bac. Ça, c'est un exemple de condition. Donc, tant que tu n'as pas ton bac, tu ne peux pas avoir une voiture. Ça, c'est juste un exemple. Alors, quelles sont les conditions ici? Donc, déclarons une variable qu'on va appeler âge. D'accord? Et on sait que l'âge est de type int. Et puis, on va l'initialiser à 15. D'accord? Donc, un exemple. Donc, voici comment on utilise les conditions. On met if, c'est de l'anglais. Donc, on va dire si âge est inférieur disons, à 15, on va dire println, vous êtes un enfant. Voilà. Donc, else, ça veut dire sinon. On va dire println, vous êtes un jeune. Rien de plus simple. Ok? Donc, ici, à votre avis, la valeur de âge étant 15, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ce qu'il va faire, il remplace la lettre par la valeur, il vient et teste. Est-ce que 15 est-il strictement inférieur à 15? Bien sûr. 15 n'est pas, plutôt ça c'est faux. 15 n'est pas strictement inférieur à 15, plutôt 15 est égal à 15. Donc du coup, il va dire vous êtes un jeune. D'accord? Parce que ici la valeur est égale à 15. Et nous, la condition c'est inférieur à 15. D'accord? Donc là, quand on teste, il va nous dire vous êtes un jeune. Bien. Donc ça c'est une forme de condition. On peut emboîter cette condition-là. On va dire par exemple, sinon, si, else if, âge est inférieur, d'accord, à 5, plutôt, âge est supérieur à 45, on va dire println, vous êtes vieux. D'accord? Et puis on peut enchaîner des else comme ça. Donc là, quand j'exécute, voilà. Donc là, c'est quand même bon. C'est une mauvaise condition ça. Donc on va dire sinon, ça veut dire quoi? Que âge est supérieur à 15. Donc on va dire encore si âge est inférieur à 25. Là, on va lui dire println, vous êtes vieux. Plutôt vous êtes jeune. D'accord? On va enchaîner, on va dire else. Sinon, encore, c'est-à-dire que âge est supérieur à 25. Donc on va dire si âge est inférieur à 45. Donc là, on va dire println, vous êtes adulte. D'accord? Dans le cas contraire, else, on va dire vous êtes un vieux. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, quand j'exécute ce code que vous voyez là, il va me dire que vous êtes un jeune. On va changer la valeur de âge. On va dire 18. Toujours, il va me dire vous êtes jeune parce que 18 est strictement inférieur à 25. Donc, on va faire en sorte qu'il exécute vous êtes un vieux. Donc, on va donner une valeur qui est vraiment supérieure à 45. Prenons 50. Donc, là, il va me dire que vous êtes automatiquement un vieux. Voilà, parce qu'il va venir ici tester cas par cas et puis il ne trouvera pas la condition qu'il faut. Il va exécuter cette dernière. Donc, rien de plus simple avec les conditions.
Donc là, il y a une dernière forme de condition, d'accord, qu'on appelle les structures à choix multiples. C'est-à-dire selon un cas, il y a plusieurs propositions et avec la bonne proposition, il va afficher un résultat. Prenons un exemple, on va prendre jour. Un jour, on va l'initialiser par exemple à 2. Donc pour utiliser les structures à choix multiples ici, on met when. On va évaluer le contenu du jour. On va dire si jour vaut 1, alors println. Voilà, donc là on va dire nous sommes lundi. Si c'est 2, je vais dire println. Nous sommes mardi. Si c'est 3, je vais dire println. Nous sommes mercredi. Et sinon, je peux dire println. Voilà. Nous sommes ici, ce jour n'est pas envisagé. Voilà. Donc ici, comment cette condition-là elle marche? C'est-à-dire, elle vérifie le contenu du jour. C'est-à-dire, il teste, est-ce que le contenu du jour c'est 1? Si c'est 1, il va exécuter ça. Si c'est 2, il va exécuter ça. Si c'est 3, il va exécuter ça. Maintenant, si le contenu du jour n'équivaut à aucune de ces valeurs, il va exécuter ça. Par exemple, quand on teste, jour étant égal à 2, il va dire mardi. Oups, il y a un problème. Voilà, donc ici, au lieu d'écrire println, nous on a écrit autre chose, du charabia. Voilà, donc là, il va nous dire mardi. Donc quand je prends par exemple 3, automatiquement, il va me dire mercredi. À votre avis, quand je mets 7, qu'est-ce qu'il va dire? Les gens vont me dire tout de suite, c'est dimanche. Alors que c'est pas ça. Donc il va seulement évaluer, il va chercher 7 ici. S'il ne trouve pas 7, il va dire ce jour n'est pas envisagé. Voilà, rien de plus simple. Donc après les conditions, on va voir les boucles. D'accord? Donc les boucles, leur importance, ça permet en fait d'itérer, en fait de répéter une instruction plusieurs fois. Donc il y a une première forme de boucle qu'on appelle la boucle for. Celle-là, elle permet de répéter les instructions, c'est-à-dire les lignes de code, lorsqu'on connaît où s'arrêter. Comment utilise-t-on ça? Je mets for. Ici, il nous donne, vous pouvez donner le i là comme une lettre n'importe laquelle. Vous pouvez mettre J, vous pouvez mettre compteur, ainsi de suite. Vous n'avez pas besoin également de la déclarer avant. Donc vous dites in, c'est-à-dire dans. Vous mettez la borne inférieure, point, vous mettez la borne supérieure. Par exemple, on veut afficher de 1 à 10, à 20 plutôt, on veut compter ça. Donc là, on va dire println, on va afficher $i, plutôt $i. Donc là, quand on exécute, il va m'afficher 1, 2, dans une fraction de seconde, 1, 2, 3, jusqu'à 20. D'accord? Très simple. Donc si je veux par exemple, là, parce que ce que vous voyez là, si vous avez bien constaté, c'est une suite arithmétique de raison 1. Pour chaque cas, il ajoute 1. 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3. 3 plus 1, 4. 4 plus 1, 5, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, si on peut modifier ce pas, au lieu que ce soit 1, on peut dire le pas c'est 2. Voilà. Donc là, quand il quitte 1, il va dire 1 plus 2. Automatiquement, il ira à 3. Ok. Voilà, donc je ne sais pas si c'est ma connexion. Ok. Bon, là, c'est ma connexion. Je vais voir. Voilà, donc ça marche. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, il quitte 1, il passe à 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 7, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, après la boucle for, on a la boucle while. Donc, cette boucle aussi, elle permet de répéter les conditions seulement. La différence avec la dernière boucle qu'on vient de voir, c'est qu'avec la boucle while, on ne sait pas en fait où s'arrêter. D'accord? Donc, en exemple, on va afficher bonjour 20 fois. Donc là, ici, on va dire while. Donc ici, en fait, cette boucle, tant que ici c'est vrai, ce qui sera entre parenthèses évalué à vrai, elle va continuer à s'exécuter. Donc par exemple, ici, on va afficher println, on va dire bonjour. D'accord? Donc là, ici, on va déclarer un compteur i de parcours. Donc on va lui dire son type c'est un entier.
Voilà, donc on va l'initialiser à une valeur qu'on va appeler 2. D'accord? Donc là, on va l'initialiser plutôt à 1. On va dire tant que, while signifie tant que en anglais. On va dire while tant que i est inférieur ou égal à 20, alors affiche-nous bonjour. Donc là, si vous avez bien constaté, notre compteur i commence à 1. Maintenant, est-ce que le compteur il peut à un moment donné passer à 2? Non, il n'y a pas une façon de le faire passer à 2. Du coup, il restera toujours égal à 1 et 1, on sait que 1 est toujours inférieur ou égal à 20. Donc, il n'y aura pas d'arrêt pour cette boucle. Ça sera une boucle infinie et c'est ce genre de boucles qui vont planter votre navigateur, qui vont planter vos applications et qui vont vraiment crasher vos applications Android. À un moment donné, vous trouvez que l'application elle est bonne et quand vous cliquez sur un bouton et puis voilà, elle se plante et s'arrête plus. Donc alors, la solution c'est quoi? C'est de faire changer la variable i. On va dire i reçoit l'ancienne valeur de i plus 1. D'accord? Donc là, le pas c'est 1. I, si i était à 1, 1 plus 1, 2. Si i est à 2, 2 plus 1, 3. Ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive à 20. D'accord? Au lieu d'écrire tout ça, les informaticiens ont changé ça en mettant seulement i et puis plus plus. Ça revient à faire la même chose que tout à l'heure. Donc là, quand on exécute le code, voilà, donc là, il m'affiche bonjour 20 fois. Donc, c'est pas un peu joli à voir. Donc, on va afficher carrément le compteur de parcours. Voilà, donc là, j'exécute. Voilà, voici bonjour une fois, bonjour deux fois, ainsi de suite, jusqu'à bonjour 20 fois. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est la deuxième boucle. Il y a aussi une troisième forme de boucle qui s'appelle la boucle do while. Donc cette même boucle aussi fait la même chose que la précédente, sauf que ici pour la première fois, elle ne teste pas la condition, d'accord? Avant de rentrer à l'intérieur, elle ne teste pas la condition. C'est pour les prochaines fois, il teste la condition. C'est-à-dire pour la première fois, il ne teste pas, mais la deuxième fois, il teste, troisième fois, il teste. Il testera toujours que si est inférieur ou égal à 20. Donc quand j'exécute, ça va donner la même chose que la boucle précédente. Super. Donc ça, c'était juste entre parenthèses avec les boucles. Donc après les boucles, on va voir les tableaux. L'importance des tableaux, en fait, c'est quoi? C'est de permettre au lieu d'utiliser plusieurs variables dans un programme, vous pouvez utiliser une seule variable à la place de cette variable. Comment utilisons les tableaux ici? Donc, on met ici var, on met le nom de notre tableau, d'accord? Donc ici, on met reçoit, d'accord? L'égalité, on peut dire array of. Donc ici, on met les valeurs. Donc je peux mettre 2, je peux mettre A, je peux mettre C, je peux plutôt mettre 4, je peux mettre 5, je peux mettre 100. Voilà. Donc dans une seule variable, on a pu stocker toutes ces variables que vous voyez là. D'accord? Donc on peut créer un tableau qui peut stocker seulement des entiers. Voilà, comme notre tableau qui est là, array of, ça ne stocke que des entiers que vous voyez là. Donc là, si je vais afficher ce tableau-là, donc rien de plus simple, il faudra utiliser, si vous voulez, une boucle, bien faire un coup de println. Donc, je vais afficher tableau comme ça, $tableau, on va voir à quoi il ressemble. Voilà, s'il n'y a pas, bien sûr, un problème. Voilà, donc c'est bon. C'est un tableau. Pour l'afficher, il faudra passer par les boucles. Donc je vais vous résumer ça. Voilà, donc voici, là on a affiché tout le contenu du tableau rapidement. Donc on a dit pour un élément dans le tableau, affiche-le. D'accord? Donc premièrement, il va trouver comme premier élément 2, il va l'afficher. Il va trouver 5 comme étant le second élément, il va l'afficher. 4 comme étant le second élément, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs formes de tableaux avec ce langage Kotlin. Donc je vais vous montrer la documentation où vous allez voir toutes les formations avec, voici ici
la documentation complète de ce langage de programmation. Voilà, donc il y a tout ici. Toute la documentation, elle est là. Donc si vous voulez vraiment avoir plus de notions sur ce langage, venez ici. Il y a même des tutoriels sur ce langage. Voilà. Donc revenons sur la découverte du langage. Donc par exemple, ici encore, il y a la notion de fonction. Par exemple, ce que vous voyez là. Ici, ça c'est une fonction qui a été déclarée. Ça c'est la fonction principale. C'est dans cette fonction que voilà, tout sera pris en compte en quelque sorte. Voilà. Donc ici, si je veux par exemple créer une fonction, rien de plus simple. Je peux venir ici n'importe où. Je crée ma fonction. Pour créer une fonction, c'est simple. En fait, à quoi servent les fonctions? Les fonctions, c'est un petit programme qui permet d'exécuter seulement une tâche spécifique. C'est un groupe comme un robot. D'accord, le robot, si vous avez du mal, par exemple, à saluer des personnes chaque jour, vous créez un robot qui va dire bonjour le matin, bonjour la journée, pendant bonsoir et bonne nuit. Voilà. Donc, un exemple, on va dire phone, on va dire dit bonjour. Ça, c'est le rôle de la fonction. Et à l'intérieur de la fonction, on va dire seulement print ln, on va dire bonjour monsieur par exemple. Maintenant, comment utilise-t-on cette fonction? Rien de plus simple. On l'appelle en utilisant le nom de la fonction. Donc je vais dire dit bonjour. Rien de plus simple. Donc là, quand j'exécute, automatiquement, il va me dire bonjour monsieur. Maintenant, si je veux par exemple qu'il salue vraiment une personne, donc là ici je vais préparer un argument. Ici, c'est-à-dire en entrée, je vais dire voilà, donc salue-moi une personne ayant un nom comme ça. Donc là ici, je vais dire dollar non. Donc plutôt au lieu d'utiliser comme ça, vous mettez ici la variable, vous mettez deux points, vous mettez le type de données de la variable. Donc là ici, en appelant la fonction, vous êtes obligé de lui donner quelque chose en argument. Donc je vais ici donner comme nom Hamidou par exemple. Donc, quand j'exécute, il va me dire bonjour monsieur Hamidou. Donc ça veut dire quoi? En argument, il a reçu le nom. Lors de l'appel de la fonction, j'ai transmis Hamidou. C'est pourquoi il a fait ici bonjour monsieur Hamidou que j'ai transmis ici en argument. Voilà. Donc ça aussi, si vous voulez vraiment approfondir avec les fonctions, venez au niveau du tutoriel de la documentation de Kotlin. Alors, après les fonctions, on va un peu découvrir la programmation orientée objet avec Kotlin, rien de plus simple également. Donc la programmation orientée objet, c'est quoi? En fait, c'est une façon de programmer. Voilà, donc voici ici un aperçu d'un code en programmation orientée objet. Donc en fait, c'est une façon de programmer. C'est juste une façon en fait. Donc avec cette programmation, l'unité logique, c'est les objets. En fait, ça nous permet de matérialiser toutes sortes d'objets dans notre vie. On peut matérialiser une voiture, on peut matérialiser une moto, ainsi de suite. Donc comment crée-t-on une classe? Donc ici, on commence, on met le mot-clé classe. On met le nom de notre classe. Donc ici, on va nommer notre classe ici personne. D'accord? Et ici, vous pouvez vous limiter ici. Au niveau des personnes, vous pouvez mettre ici les caractéristiques d'une personne. Ici, par exemple, si je veux mettre son nom, je mets var nom, deux points de type chaîne de caractères. Si je veux remplir son prénom, je mets prénom, deux points de type chaîne de caractères. Ainsi de suite, si je veux remplir son genre, je dis genre, deux points de type chaîne de caractères. Voilà, c'est tout. Donc là, j'ai créé ma classe personne. En fait, les classes nous permettent de créer des objets. D'accord? Un objet, c'est tout ce qui a des propriétés, tout ce qui peut faire des actions et tout ce qui peut interagir avec d'autres objets. Un exemple d'un objet. On a une voiture. Plutôt non, TVS. TVS, c'est un objet de la classe moto. D'accord? Parce que c'est à travers moto qu'on a pu avoir TVS. Comme RAV4 aussi. RAV4, c'est un objet de la classe voiture. D'accord? Donc les objets, qu'est-ce qui nous permet de définir les objets? C'est les classes.
Donc l'ordre d'utilisation, c'est là-bas on parle d'objet ou d'instance. Alors on va créer des objets pour personne. Pour le faire, on va dire var, on va dire Mamadou. D'accord, Mamadou, on va dire Mamadou. C'est un objet de la classe personne. Comment dire que Mamadou a été créé à partir de ça, personne. Donc il faut juste mettre comme ça, personne. D'accord. Et ici, vous allez renseigner les informations. Donc je vais dire ici bas. Ici comme prénom, donc c'est-à-dire comme nom c'est bas. Comme prénom, je vais dire Mamadou. D'accord. Et comme genre, je vais dire c'est masculin. D'accord. Rien de plus simple. Donc si je vais par exemple afficher le nom de Mamadou, println, je vais dire Mamadou A. D'accord. Donc là, ici, il y a une importance de faire l'interpolation. Donc vous faites $, vous ouvrez les accolades. Voilà. Donc ici, vous mettez Mamadou.nom. Donc là, automatiquement, il va afficher le nom de Mamadou. Donc là, quand j'exécute, on a dit Mamadou et au lieu de A ici, on va dire Mamadou, le nom de Mamadou. Ok, le nom de Mamadou est, voilà, le nom de Mamadou est bas. Très simple. Voilà, donc ça c'est juste un exemple de classe. Donc si vous voulez également utiliser l'héritage, donc ça c'est un peu plus approfondi aussi également. Donc l'objectif c'est juste découvrir le langage. Donc pour plus approfondir, contactez-moi ou bien rendez-vous sur la documentation de Kotlin et puis vous verrez à quoi il sert. Alors, on va passer à l'étape suivante.